Merci, bonjour et bienvenue sur ce plateau et à cet atelier consacré à la présentation de la nouvelle politique de formation tout au long de la vie pour les 13 000 agents INRAE. Pour rappel, INRAE est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Il est né le 1er janvier 2020 et est issu de la fusion entre l'INRA et IRSTEA. Alors, l'Institut est engagé dans un processus original et innovant de co-construction de son futur plan de développement des compétences au travers des rencontres nationales de la formation. Nous allons, durant 1h15 ensemble, présenter cette démarche, mais je vais vous présenter d'abord nos invités. Nous avons Nicolas Morin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes responsable national de la formation INRAE. On commencera la conversation avec vous d'ici quelques instants. Philippe Lenoir, alors vous êtes plutôt responsable du département développement des ressources humaines au sein de la DRH INRAE. C'est ça, exactement. C'est Philippe Lenoir, votre voisin, qui est responsable national de la formation INRAE. Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Karim Yelma, vous êtes en face de moi, vous êtes conseiller technique pour la formation chargé de recherche également. Nous avons ensuite au centre Marie-Annick Pourrias. Bonjour. Vous êtes chargée d'enseignement à l'Université de Nantes et d'Angers, mais vous êtes aussi directrice d'hôpital émérite et vous vous intéressez depuis longtemps aux communautés apprenantes. C'est ça même. Nous avons ensuite à votre gauche François Polidori. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes conseiller pédagogique formation tout au long de la vie, chargé du développement de l'ingénierie pédagogique à INRAE. Tout à fait. Et notre dernier invité pour cette table ronde est Walter Bonomo. Vous êtes responsable de l'offre à la direction de la formation continue de l'Université de Nantes. Vous êtes responsable du Learning Lab INRAE, c'est ça. Et vous accompagnez INRAE dans la conception et la mise en place du lab où nous sommes actuellement. C'est vous qui nous accueillez en ces locaux. Ravi de vous accueillir. Merci beaucoup. Avant de commencer le tour de table, nous allons regarder la vidéo institutionnelle de INRAE. Cela dure quelques minutes. Je donne le top vidéo. En 2030, plus de 8 milliards de personnes vivront sur notre planète. Malnutrition, dérèglement du climat, déclin de la biodiversité, raréfaction des ressources fossiles. Ces menaces qui pèsent sur l'équilibre du monde sont autant de défis à relever. L'agriculture a toujours été un enjeu majeur pour l'humanité. Notre alimentation a des impacts sur notre santé, mais aussi sur l'environnement. Produire des aliments mobilise des ressources précieuses qui deviendront de plus en plus rares. Il nous faut donc inventer l'agriculture et l'alimentation de demain. Une agriculture qui s'adapte au changement climatique, qui réduit les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation des pesticides. Une agriculture performante économiquement, socialement, toujours respectueuse de la santé et de l'environnement, mais aussi soucieuse des animaux et de leur bien-être. Une agriculture qui engage dans les territoires une transition de tous ces modèles de production. Une transition vers l'agroécologie. Une transition vers des régimes alimentaires sains et durables. Une transition vers une alimentation de qualité, adaptée à tous les âges de la vie. Il nous faut aussi protéger et restaurer notre environnement. Préserver l'eau, l'air, le sol, la forêt, la biodiversité. Anticiper et maîtriser les risques environnementaux et sanitaires. Favoriser une économie positive et responsable, basée sur des ressources renouvelables. En France, dans un nouvel institut de recherche, des femmes et des hommes produisent des connaissances pour relever ces défis et réussir ces transitions. 12 000 personnes qui travaillent avec humilité et ambition sur l'ensemble du territoire. Connectées avec les écoles, les universités et les meilleurs laboratoires du monde, leur horizon, c'est notre planète. On n'a jamais eu autant besoin de recherche. Une recherche indépendante, éthique, au meilleur rang mondial. Une recherche interdisciplinaire qui dépasse les limites de la connaissance. Une recherche qui utilise les dernières avancées technologiques et numériques. Une recherche menée avec les acteurs de terrain, source d'innovation et de solutions, pour nous accompagner dans un monde en profonde évolution. Notre futur,
s'écrit maintenant. Retour plateau pour entamer cette discussion sur le sujet de la formation à INRAE. Nous allons entamer la discussion avec vous, Nicolas Morin. Je reprécise donc votre fonction. Vous êtes bien responsable du département développement des ressources humaines au sein de la DRH INRAE. Première question, la formation continue a toujours une place importante au sein d'INRAE. Est-ce que vous pouvez nous mettre en perspective cet ancrage ? Alors oui, bien sûr. Alors je parlerai plutôt au nom de ex-INRA, puisque je connais un peu moins bien ex-IRCA, mais disons que c'est vrai que c'est quelque chose qui, historiquement, cette formation continue, qu'on a toujours appelée d'ailleurs formation permanente, historiquement ancrée dans notre établissement. J'en veux pour preuve la première note de service. Donc les notes de service, c'est les règlements intérieurs en quelque sorte, c'est une note de service de notre établissement qui date de 1965 et qui parle déjà de favoriser la formation des personnels. Voilà. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, comme disait notre PDG de l'époque, Pierre Poli, qui disait on va de la fourche à la fourchette. Dans notre établissement, on va de l'animalier, du serriste, donc un ouvrier agricole, jusqu'à un directeur de recherche émérite. Et donc, la nécessité de travailler et d'accompagner les compétences de l'ensemble de ces agents-là. Alors, comment ça s'est passé ? Au début, c'était un petit peu... je dirais, basé sur la bonne volonté des gens. Ça s'est traduit par ce qu'on a appelé la mission formation, qui elle-même était rattachée directement à la direction générale, pour vous dire l'importance que la direction pouvait accorder à cet élément-là, le développement des compétences, qu'on appellera comme ça plus tard. Et puis, au fur et à mesure, dans les années 80, ce sont d'abord des militants, la plupart syndicaux d'ailleurs, qui se sont... investis dans ce travail, d'abord en tant que volontaire et ensuite en temps professionnel. Et dans les années 80, on a assisté donc à la professionnalisation de l'ensemble de ces acteurs de la formation permanente, qu'on a appelé chez nous comme ça. Je dirais qu'à la suite de la loi que nous fêtons aujourd'hui, la formation s'est organisée dans notre établissement et ça a débouché sur... ça a été versé, je dirais, au dialogue social, avec la signature en 1992, si je ne me trompe pas, du premier protocole d'accord formation pour 4 ans, signé par 2 des 3 syndicats de l'établissement. Alors ça, c'était intéressant parce qu'avec ce protocole qui définissait un certain nombre d'objectifs, l'établissement s'est équipé d'un système d'information avant l'heure qui permettait de faire des statistiques sur le nombre de formés, le nombre d'heures stagiaires et aussi un suivi budgétaire des sommes qui étaient consacrées à ça. Donc vous voyez bien l'investissement à la fois en moyens et sur le fond. Voilà, donc ce premier protocole a fait l'objet d'une évaluation. Là aussi, je pense que c'est quand même un élément très original, donc une politique d'un établissement qui est évaluée au bout d'un certain temps. Ce deuxième protocole, il a précédé un deuxième protocole, qui a été établi en 1998 et qui avait, je dirais, un savant mélange entre ce qui soutient l'individu et ce qui soutient les collectifs, à savoir un volet autour de l'accompagnement des individus dans leur positionnement par rapport à leur environnement de travail, mais aussi dans leurs projets professionnels, le développement de compétences scientifiques et techniques, et aussi les prémices du management qu'on appelait à l'époque l'encadrement. Mais aussi, deuxième volet important, autour des projets collectifs de formation. Donc là, l'idée, c'était d'accompagner les collectifs de travail. Alors, chez nous, il y avait 3 niveaux. Il y a toujours le niveau de l'unité, qui est l'unité de production de la science, et puis il y a le département scientifique qui le pilote, et il y a l'établissement. Donc, ce protocole favorisait ou stimulait les projets de formation dits collectifs. Par rapport à ça, et une originalité de l'établissement, je dirais que l'établissement a inventé un compte personnel de formation, un CPF avant l'heure, puisque les agents de l'établissement pouvaient, en plus du bilan de compétences ou du congé individuel de formation, faire des dispositifs de formation dite diplômante, c'est-à-dire suivre un cursus qui était sanctionné par un diplôme et reconnu par l'établissement évidemment, ou bien des formations dites personnelles avec une dimension
plutôt, je dirais, centré sur le projet individuel de la personne ou un engagement citoyen. Donc voilà, et là on est dans les années 90, fin des années 90. Okay. Voilà. Alors, je ne sais pas, je continue peut-être. Si, pour venir jusqu'à cette époque, mais sinon j'allais vous poser la question du protocole innovant qui est en place aujourd'hui en fait. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, à la création d'INRAE, aujourd'hui, enfin en 2000, nous avons un certain nombre. En 2020, oui. En janvier 2020, pardon. Nous avons quand même un certain nombre de nouveaux objectifs scientifiques et des ambitions de l'établissement en lien avec la définition de ces missions. Je citerai par exemple l'appui aux politiques publiques, mais aussi l'internationalisation, des enjeux forts autour de la donnée et les nouvelles façons de faire la science. Alors, ces ambitions, j'en citerai 3, et puis après, je pense que ça illustre, je pense, sur nos grandes directions en termes de développement des compétences. Le premier, c'est à INRAE, je pense qu'on a une façon un petit peu particulière de faire la science, c'est-à-dire qu'on l'a fait, je dirais, de façon plutôt systémique et collective. Et c'est une science qui est à la fois au service du fondamental et de l'appliqué. Et le fait qu'il y ait cette chaîne entre le fondamental et l'appliqué, ou de l'appliqué au fondamental, ça nécessite des collectifs de recherche qui sont complémentaires, de l'interdisciplinarité et une façon particulière de faire de la science. Deuxième élément, l'INRA s'engage, vous avez vu dans le petite introduction, là, sur un certain nombre de points et d'enjeux cruciaux pour la planète. Hein. Donc ces enjeux qui sont extrêmement importants se traduisent aussi par un établissement qui se engage en termes de responsabilité sociale et environnementale. Voilà, donc l'établissement est dans une démarche de label diversité, égalité, hommes-femmes, travaille beaucoup sur les questions de qualité de vie au travail, de conditions de travail, de façon de construire des organisations adaptées et évidemment dans une démarche de développement durable. Et troisième élément qui me semble important, c'est l'attractivité. L'établissement a des enjeux forts en termes d'international et souhaite, je dirais, communiquer, montrer, au travers de sa marque employeur, de montrer ses particularités, sa façon de faire, qui est à l'international peut-être très différente de ce que font par exemple les organismes de recherche aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Et donc l'idée, c'est de bien valoriser ce contexte de travail qui est quand même assez particulier et dans lequel le développement des compétences, évidemment, est un facteur clé. Okay, donc là, je pense qu'on a posé tous les enjeux pour INRAE, nouvel établissement, depuis sa création en janvier 2020. Je regarde s'il y a une question dans le chat. Vous savez que vous pouvez poser des questions au fur et à mesure de notre table ronde, donc n'hésitez pas, notre collègue Marie-Amélie nous les transmet et nous pouvons les poser ainsi à nos interlocuteurs. Alors, nous passons à la séquence suivante. Philippe Lenoir, donc vous êtes responsable du national de la formation, d'accord, et vous êtes en charge de la nouvelle stratégie de formation pour INRAE. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette nouvelle stratégie qui a été amenée par Nicolas Morin précédemment? Très bien. Alors Nicolas, donc, tu as introduit effectivement le contexte historique. Alors moi, j'ai rejoint INRAE en début 2020, c'est-à-dire au moment de la fusion. C'est vrai que c'était un temps important puisque c'est aussi construire la formation et une stratégie de formation. Alors, tout au long de la vie, on sort un peu l'idée de la formation permanente pour s'inscrire véritablement dans cette dynamique, je dirais, internationale et européenne de la formation, la FTLV. Je dirais que c'était à la fois une tâche ambitieuse, complexe, mais quelque part facilitée par cet ancrage historique, puisque effectivement, un établissement dont je rappelle qu'il a 18 centres de recherche sur tout le territoire, 14 départements avec une organisation matricielle importante. On l'a dit dans le petit clip, 13 000 agents, mais aussi plus de 2500 doctorants et des apprentis. C'est vrai que la tâche était importante, mais avec cet ancrage, je dirais, culturel de la formation qui est un peu dans l'ADN, je dirais, nous sommes par essence, depuis la fin des années 60,
un organisme de recherche apprenant, avec cette intelligence collective qui nous caractérise. Et je dirais que la tâche, pour le coup, elle était quand même un petit peu préparée. Alors l'idée, c'était comment accompagner, on va dire, la transition de cette formation permanente, ancrée, avec des dispositifs qui étaient déjà des préliminaires à la loi, puisqu'on avait un compte personnel de formation avant l'heure, on avait des formations diplômantes un petit peu avant l'heure, voilà, on était vraiment précurseurs. Donc comment redessiner cette formation tout au long de la vie. Donc l'idée, c'était aussi de s'appuyer sur cet existant et peut-être compléter ce que tu dis, Nicolas, sur la question de l'orientation tout au long de la vie. Donc c'est un grand principe qui accompagne la formation continue en France, qui est bien sûr aussi acté par des lois précédentes. C'était aussi de mobiliser ce réseau que nous avons en interne d'orientation professionnelle. C'est une chance qu'un peu d'organismes publics ont cette possibilité. C'est le conseil en évolution professionnelle aujourd'hui que la loi définit. Nous avons ces conseillers en orientation professionnelle qui accompagnent de nombreux agents dans des centres de formation. Donc c'était, je dirais, qui ont été mis en place dans les années en 2000, c'est-à-dire il y a à peu près au moins 15 ans. Voilà, tout à fait. Et donc là, ça constitue pour nous effectivement un réseau interne à côté du réseau des responsables de formation qui permettent d'accompagner les agents, les salariés sur des dispositifs de formation. Donc on s'appuie sur cette dynamique d'orientation tout au long de la vie pour aller vers cette dynamique de FT2V. Donc l'idée d'appuyer sur ce réseau en faisant... Alors on s'appuie sur un réseau interne effectivement extrêmement expert, qui connaît effectivement en proximité la demande des agents, les demandes des agents, et qui est, je dirais, qui accompagne les évolutions de la formation. Donc c'était un atout important pour accompagner cette nouvelle politique de formation. Alors peut-être que la question suivante, et j'anticipe déjà, c'est comment on a fait. Oui, il y a là aussi la question de l'individualisation en fait, des parcours. Vous avez parlé de la diversité des profils, avec des chercheurs, des administratifs, des doctorants. Et donc, comment vous allez travailler sur... Alors, il y a deux enjeux sur cette nouvelle stratégie de formation tout au long de la vie. Il y a un enjeu, c'est un peu l'enjeu de la dernière loi de 2018, c'est à la fois comment on accompagne INRAE dans sa structure, dans sa stratégie, dans sa politique. C'est INRAE 2030. On a vu ce magnifique petit clip qui résume très bien nos grandes ambitions, qui sont des ambitions qui traversent la société. Comment on accompagne la recherche INRAE à travers un plan de développement des compétences, on va y revenir, ambitieux, coups humains, parfois haute couture, sur des sujets extrêmement précis. Et dans le même temps, comment on accompagne les agents, les salariés, dans leur évolution professionnelle. Et ça, c'est aussi un point important, comment on est dans cette dynamique d'ingénierie de parcours, d'individualisation des parcours de formation. Et là, on voit bien qu'on peut faire le lien assez facilement entre l'orientation tout au long de la vie, notre réseau d'orientation professionnelle, notre réseau des responsables de formation locaux et les parcours des agents. Donc, on avait, je dirais, nous avons tous les ingrédients dès 2020, grâce à cet ancrage culturel, pour construire effectivement cette double valence, cette valence PDC et individualisation des parcours. Et ma question maintenant, comment allez-vous faire ? Mais comment a-t-on fait pour... voilà. Donc on est actuellement dans cette dynamique des rencontres nationales de la formation. Au-delà de ça, il fallait effectivement s'appuyer, je dirais, les racines de cette histoire, de cette affaire, c'est s'appuyer sur notre objectif, c'est produire de la science, produire de la recherche, accompagner des collectifs. Donc c'est s'appuyer à la fois sur la dynamique d'INRAE 2030, projet scientifique de l'établissement, au service, je dirais, des pouvoirs publics, mais aussi des politiques publiques dans un certain nombre de domaines. On a vu les grands enjeux sociétaux qui ont été posés dans ce film. Donc il a fallu déterminer un certain nombre de thématiques qui vont nourrir le futur plan de développement des compétences. C'est quelque part rencontres, assises, échanges, comment on allait réfléchir autour de ces thématiques. Donc nous avons établi un ensemble de thèmes, 14 thèmes, dont on va un petit peu parler maintenant, parce qu'elles intéressent aussi très largement l'écosystème de la formation continue en France. Et du coup, ces thèmes vont permettre d'irriguer la réflexion
autour de ce que peut être demain notre futur plan de développement des compétences. Donc là, on en a à quel stade? Alors on en est, alors je crois que nos auditeurs voient donc à l'écran donc les thèmes qui ont été identifiés. Alors on peut peut-être les rappeler sans les relire parce que ça peut être un peu fastidieux, mais ce sont des métathèmes qui sont globalement comment on accompagne les agents et leur parcours de formation, on vient de le voir là à l'instant. Comment mieux produire ou accompagner la production de la science au service des ambitions d'INRAE 2030. La question des collectifs de travail, tu l'as évoqué Nicolas, avec les questions de l'encadrement, mais bien au-delà, aujourd'hui on est sur la question du management à tout niveau, d'ailleurs management accompagnement des dirigeants. On était ce matin sur une question liée à l'accompagnement des dirigeants INRAE, mais aussi de tous les cadres. Et puis enfin, et on en parlera tout à l'heure dans un lieu ici emblématique pour INRAE, avec une coopération, comment innover en termes de formation et comment mobiliser, je dirais aujourd'hui, tous les atouts qui sont à notre disposition pour faire de la formation continue, de la formation autrement. Donc ça, c'est les 4 métathèmes sur lesquels on s'est appuyé. Et le partenariat avec l'Université de Nantes, on en parlera avec on en parlera, je crois, Bonomo tout à l'heure. Ok, très bien. Je vais peut-être revenir. Merci. On peut parler peut-être de l'accompagnement des scientifiques dans le développement. Au cœur, bien sûr, de ce futur. Voilà, le cœur du réacteur, c'est quand même, on dit la science au cœur. Oui, on a la science au cœur, et la science au cœur, c'était aussi dans la manière de repenser la conduite de la formation tout au long de la vie à INRAE, d'avoir auprès de nous et dans notre équipe, et je crois que c'est Karim, tu vas prendre le relais ensuite, c'est d'avoir avec nous un enseignant-chercheur, un chercheur qui nous accompagne sur cette dynamique de comment on accompagne les scientifiques, en fin de compte, sur ce fameux, ce futur plan de développement des compétences. Voilà. Donc on a cette ambition, qui est le cœur de notre métier, d'accompagner la science. Merci Philippe. Karim, donc vous êtes chargé de recherche, effectivement, Philippe en faisait la référence, mais vous êtes conseiller scientifique pour la formation tout au long de la vie à INRAE. Et sur quelle thématique porte le plan d'accompagnement des scientifiques justement à INRAE? Alors, comme vous avez pu l'entendre au cours de la vidéo, INRAE, c'est un institut, comme l'a rappelé Nicolas, qui va de la fourche à la fourchette. Et on est sur de nombreuses disciplines scientifiques. Et l'idée, c'est d'accompagner ces disciplines scientifiques dans le contexte actuel du XXIe siècle, et puis aussi dans le lien important entre la science et la société. Et dans le cadre des rencontres nationales de la formation, on a 6 thématiques scientifiques qui ont émergé et qui viennent alimenter aussi le développement des compétences en connexion avec le schéma INRAE 2030. Parmi ces 6 thématiques, on va retrouver l'interdisciplinarité. Alors INRAE, c'est un institut en fait qui, comme je vous l'ai dit, aborde de nombreuses thématiques, 14 départements scientifiques, et ces 14 départements scientifiques, ils travaillent ensemble, ils collaborent ensemble, et donc l'idée c'est de maintenir et d'accroître encore cet accompagnement dans l'interdisciplinarité, mais aussi la transdisciplinarité, c'est-à-dire dans les projets de recherche, faire venir des acteurs qui ne sont pas forcément des scientifiques, mais qui vont venir, par leur regard, apporter et enrichir en fait tous les travaux de recherche. Ça, c'est un premier élément. Un autre thème qui est très important, c'est un peu trivial, mais on est au XXIe siècle, le siècle de la donnée, et nos scientifiques sont amenés à exploiter, à valoriser de plus en plus de données, les collecter, mais aussi les traiter, les diffuser. Et donc, il y a tout un champ de compétences à développer autour, justement, des données et des données massives. Donc là, on affiche à l'écran, effectivement, une diapo qui vous présente ces thématiques. Les thématiques. Voilà. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, un point important de l'Institut, c'est la connexion avec la société. Le contexte actuel n'est pas sans nous rappeler en fait le lien important entre la science et la société. Et un gros volet du développement des compétences pour les collectifs scientifiques porte sur justement le lien entre
la science et la société, comment produire différemment et collectivement la science. Donc c'est tout ce qui touche à la science ouverte, aux recherches et aux sciences participatives qui sont un pilier important en fait d'INRAE et de son schéma INRAE 2030. Un autre élément, comme l'a évoqué Nicolas, c'est le contexte international de nos recherches, la dimension multiculturelle des équipes et la nécessité, effectivement, d'accroître des collaborations et de renforcer, en fait, notamment l'accueil de chercheurs internationaux, de favoriser les mobilités, et donc ça aussi nécessite d'accompagner les collectifs scientifiques sur des thématiques en lien avec l'international et le multiculturel. Et enfin, je voudrais aussi également partager avec vous un élément important, en fait, pour un institut tel qu'INRAE, c'est le lien entre les collectifs scientifiques et puis la dimension appui aux politiques publiques. On a aussi, dans ce thème-là aussi, un fort enjeu, en fait, d'accompagner les scientifiques dans ce rôle d'expertise auprès de la société, mais aussi auprès des collectivités territoriales et des pouvoirs publics. Merci. Voilà. Une nouveauté par rapport à ce qui s'est passé précédemment, ou c'est ce qui a émergé avec la fusion des deux établissements? Alors, c'était déjà je pense que Nicolas est peut-être plus à même pour répondre sur ces questions-là. Disons que c'était une grande valence de IRSTEA, ex-IRSTEA, et c'était aussi un peu pratiqué chez nous à INRA, mais que la fusion a permis justement d'en faire un troisième pilier. D'ailleurs, c'est une direction générale, et en posant ça comme étant une mission importante, structurante de notre établissement. Donc, c'est une sorte de nouveauté, oui, même si ça s'appuie là aussi sur des choses qui sont anciennes et ancrées dans la culture de nos établissements fondateurs. D'accord, merci pour la précision. Karine, si sur le volet accompagnement des scientifiques, oui, il y avait d'autres axes. Alors, le dernier point qu'on voulait mettre aussi en avant ici aujourd'hui, c'est effectivement, pour notre institut, mais aussi pour les pratiques de recherche, placer la responsabilité sociale et environnementale au cœur des pratiques de recherche, à la fois à l'échelle de l'unité expérimentale, mais aussi à l'échelle des départements scientifiques et bien évidemment à l'échelle des directions. C'est quelque chose qui rentre en jeu également dans l'accompagnement de la production de la science au service d'INRAE 2030. On peut juste ajouter quelque chose, si tu me permets, c'est que je dirais qu'il y avait une volonté de l'établissement de travailler sur le développement durable et de passer à la responsabilité sociétale et environnementale. Mais je crois que ça vient aussi de la base des chercheurs qui eux-mêmes souhaitent, une majorité de chercheurs dans notre établissement, souhaitent faire de la science différemment. C'est de la science dite responsable, dans le sens où se posent des questions sur la façon dont ils vont faire des expérimentations, leur utilité, les conséquences que ça a sur l'environnement, etc., etc. Donc, intégrer vraiment la responsabilité sociétale et environnementale dans nos pratiques de recherche. Voilà. Et ça, c'est une volonté qui vient aussi de la base, et c'est important, il me semble, de le souligner. Vous aviez commencé à en parler tout à l'heure dans votre introduction, et je pense qu'on rebouclera à la fin là-dessus sur les valeurs et le sens à donner à tout cela. OK. Sur l'aspect accompagnement scientifique, est-ce qu'il y avait d'autres points, Karine? Sur cet aspect-là, je ne souhaite pas forcément développer davantage, mais la suite, c'est de se dire finalement comment on met ça en œuvre concrètement, comment on réalise cet accompagnement. Et comme l'a souligné Nicolas, c'est que historiquement, la formation est bien présente à INRA puis à INRAE, et elle s'est appuyée sur un certain nombre de dispositifs de formation à l'attention des collectifs, que ce soit les collectifs d'appui, mais aussi les collectifs scientifiques. Et cet accompagnement aujourd'hui, il se développe aussi en mettant, et on est aujourd'hui au lab, en place de nouveaux dispositifs d'accompagnement. Alors, je pourrais parler dans un premier temps en fait des écoles chercheurs, en fait, qui sont un dispositif qui a été mis en place, Nicolas, depuis pas mal d'années déjà. Une vingtaine d'années, en fait, qui est un dispositif qui permet d'accompagner les collectifs scientifiques au travers de temps de formation dédiés et qui permettent de mettre en jeu différentes disciplines. Donc, on est dans de l'interdisciplinaire. On est également dans de
de la formation, comme l'a dit Philippe, haute couture, c'est-à-dire que c'est une formation qui va répondre à un besoin spécifique de différents collectifs. Ces collectifs-là sont d'ailleurs inscrits dans la construction en fait, du dispositif. Et eh bien, les livrables de sortie de ce type de dispositif, ça peut être le développement d'un outil de formation en ligne, ça peut être l'émergence d'un projet de recherche, ça peut être la rédaction d'un position paper ou d'un policy brief, des fois, en fait, des thématiques. Donc, c'est vraiment du travail de construction et de formation entre pairs également. D'autres dispositifs sur lesquels on s'appuie, et notamment nos collectifs s'appuient, ce sont des journées de formation classiques qui vont regrouper des collectifs métiers. INRAE, c'est aussi un institut où on a un grand fonctionnement en réseau. On est certes sur une organisation matricielle entre les centres, les 18 centres, les 14 départements scientifiques, mais on a de forts collectifs qui, en dépit de cette organisation matricielle, fonctionnent très bien et ces réseaux ont des besoins de formation et ils sont aussi porteurs et demandeurs de formation. Donc on va aussi accompagner ces réseaux-là dans la réponse au développement de leurs compétences. D'autres dispositifs qu'on met en œuvre aussi, comme on l'a évoqué, en fait, la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité, eh bien, parfois, on a des collectifs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, mais qui ont des besoins, une convergence de produire ensemble. Et on développe notamment des marathons créatifs autour de la co-construction de projets de recherche. Donc ça, c'est aussi un dispositif qu'on offre, en fait, à nos collectifs scientifiques pour pouvoir co-construire des projets de recherche inter- ou transdisciplinaires. Autre forme de dispositif qu'on développe, et on ne le fait pas tout seul, on en reparlera encore un petit peu tout à l'heure, parce que l'INRAE, c'est aussi un institut qui est très ouvert. Ce sont les learning expéditions, par exemple. Et les learning expéditions, justement, on a un projet en cours avec nos collègues d'Agrium sur le montage d'une learning expédition dans le but, alors là on est plus dans le thème de l'international, dans le but de favoriser les partenariats, recherche publique, entreprises privées, dans le but de développer les Suds. Donc, du coup, on est vraiment dans une approche à la fois sur la thématique de l'international et de la transdisciplinarité et de la co-construction avec le partenariat entreprises privées et recherche publique. Donc, voilà, c'est un autre type de dispositif sur lequel on s'appuie également. Et puis, on aura l'occasion également de l'évoquer. On les construit, ces dispositifs. Il y a de la haute couture, en fait, comme l'a dit Philippe. Eh bien, on se dote aussi de moyens pour co-construire avec nos partenaires ces dispositifs innovants de formation. D'accord. Et il y a une étape dans ce processus pour remonter d'un niveau. Vous avez parlé du réseau national interne qui est dense. Ce sont les rencontres nationales. Philippe, vous pouvez nous en parler pour nous dire comment ça s'est organisé, les conférenciers que vous avez invités? Alors, oui, tout à fait. Donc, l'idée des rencontres, c'est effectivement d'irriguer très largement la matrice INRAE, c'est-à-dire d'aller travailler avec les collègues dans les centres, dans les départements, mais aussi au niveau national. Donc, on a évoqué, là, tu viens d'évoquer, Karim, l'ensemble des grandes thématiques scientifiques qu'on a identifiées. Alors, il y en a d'autres, effectivement, autour de l'appui notamment, et puis d'autres qu'on pourra développer tout à l'heure. Et l'idée, c'était aussi de travailler en proximité avec, bien sûr, l'enseignement supérieur à la recherche, l'ESR. On est dans un cousinage au quotidien avec les unités mixtes de recherche, avec l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur avec lesquels nous travaillons sur le territoire. Et l'idée, c'était aussi d'identifier un certain nombre de conférenciers. Alors, on les a appelés Key Opinion Leaders dans notre processus, mais l'idée, c'était effectivement d'introduire ces thématiques très largement sur l'ensemble du territoire avec des intervenants qui viennent éclairer donc ces thématiques. Alors, je salue au passage deux intervenants, Philippe Carré
qui est intervenu ce matin à la table ronde après Madame la Ministre, et puis Olivier Lazérias, et d'autres encore qui sont, et puis Marianique, qui va parler dans quelques instants, qui sont venus nous accompagner, éclairer notre réflexion, et ça permet bien évidemment d'introduire les sujets, après de travailler dans un processus créatif et d'idéation sur ces thématiques-là, ce qui produit bien évidemment un matériau conséquent qui va nous permettre de travailler ensuite le futur plan de développement des compétences. Donc c'est un peu la méthode, je dirais, assez classique, mais je dirais qui mobilise à la fois en interne nos réseaux métiers, chercheurs, appuis, techniciens, ingénieurs, enfin à tout niveau, et puis qui mobilise l'écosystème de l'enseignement de l'ESR en fait, qui travaille avec nous. Donc ça c'est un élément extrêmement important. D'accord. Et là, Nicolas, par rapport à l'histoire de l'établissement ou des établissements, c'est une nouveauté, cette ouverture vers l'extérieur, vers des partenaires Oui, je pense que cette consultation telle qu'elle est organisée un peu systématiquement sur des thèmes qui sont les 14 thèmes qui sont prédéfinis, je pense que c'est la première fois qu'on fait ce genre de choses. Alors, je dis pas, enfin, par le passé, les réflexions ont été réalisées certainement, mais avec des panels différents. Mais là, l'idée, c'était de travailler avec les porteurs d'enjeux, finalement. Donc, autour de ces thématiques, il y a un certain nombre de porteurs d'enjeux. Et à chaque fois, on réunit par ces rencontres les porteurs d'enjeux qui vont donc définir ensuite, on va en découler les besoins de développement de compétences. Donc, de ce point de vue-là, et à l'échelle de l'établissement, donc quand même, c'est beaucoup, parce que c'est, je ne sais pas combien de rencontres il y a au total, mais ça va faire un sacré nombre au total. Donc, et on a mobilisé aussi différentes structures. C'est-à-dire, on mobilise à la fois le local, donc le centre. On a parlé de l'organisation matricielle de notre établissement, centre-département, donc toute unité, tout agent dépend d'une unité qui dépend à la fois géographiquement d'un centre et en même temps, je dirais scientifiquement d'un département. Donc tout agent, dans ces rencontres, elles sont à la fois au niveau des centres et des départements. Voilà. Puis j'ajouterais bien évidemment dans cet ADN formation dans lequel s'ancre INRAE, que l'ensemble des partenaires sociaux, organisations syndicales et représentants d'administration, ont été également sollicités dans les commissions locales de formation, on appelle les CLF dans le jargon, puis au niveau national, la commission nationale de formation. Nous aurons d'ailleurs en fin de semaine, vendredi, une rencontre avec Richard Witorski sur la question de l'ingénierie de parcours qui viendra exposer cette thématique devant nos partenaires sociaux. Ok, merci pour ces précisions. Nous avons justement sur le plateau une des conférencières de ces rencontres nationales. Donc Marie-Annick Pourrias, je le disais tout à l'heure, vous êtes chargée d'enseignement à l'Université de Nantes et d'Angers, vous avez dirigé un hôpital et vous intéressez depuis longtemps aux communautés apprenantes. C'est cela. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos interventions lors de ces rencontres? Une ou plusieurs interventions, c'est ça? Vous êtes intervenu plusieurs fois? Oui, merci beaucoup. Alors, rebonjour à tous. Effectivement, j'ai eu le plaisir et l'honneur, je dois dire, de présenter les communautés, notamment de pratique, dans le cadre des ateliers de formation de l'INRAE, dont le but était d'apprendre pour innover et d'innover pour apprendre. En fait, ces ateliers, organisés depuis le printemps dernier, depuis quelques mois, ont permis aux professionnels de réfléchir et d'exprimer leurs besoins pour développer les connaissances transversales, mobiliser l'intelligence collective dont Nicolas, Philippe et Karim ont déjà parlé tout à l'heure. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a au sein de l'INRAE, et ça c'est vraiment une spécificité dans les institutions, notamment publiques, un réel désir et une réelle volonté des acteurs et des professionnels de partager et de mutualiser leurs compétences de façon à pouvoir répondre aux défis de leur fonctionnement quotidien. Donc il y a eu plusieurs interventions dans les Hauts-de-France, en Île-de-France, à Limoges, à Poitiers, là très récemment dans une coopération Bretagne-Pays de la Loire, donc Nantes-Rennes. Et ce qui est apparu également, c'est qu'un certain nombre de ces communautés de pratique existent déjà au sein de l'INRAE de manière informelle, et ces ateliers ont permis de les mettre à jour et donc d'apporter une certaine reconnaissance du travail qui est déjà fait et au sein desquels une grande pertinence de réflexion et un engagement intéressant sont tout à fait présents.
L'objectif étant de passer de la posture passif acceptant que l'on rencontre dans beaucoup d'institutions publiques à celle d'actif modifiant, c'est-à-dire de valoriser les modes d'apprentissage et de partage. D'accord. Alors, en quelques mots, Marianne, qu'est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qu'est une communauté de pratique? Alors, une communauté de pratique avec pratique au singulier, parce qu'on parle bien de la pratique en général, c'est un concept qui est ancien. La première des communautés, c'est la famille. Donc, vous voyez, ça remonte dans les fonds de l'histoire. Et à notre époque, elles ont été remises en valeur par deux acteurs qui sont Jane Lev et Étienne Wenger dans les années 2000, à une époque où effectivement les connaissances transversales permettent de mobiliser l'intelligence collective si précieuse au fonctionnement des institutions et des entreprises aujourd'hui. Alors l'observation de ces deux acteurs a été faite auprès de gens qui travaillaient ensemble et qui transmettaient la connaissance de manière enracinée dans la pratique. Je veux dire par exemple les sages-femmes en Afrique, la Ligue des alcooliques anonymes aux États-Unis, des groupes de bouchers dans les supermarchés également aux États-Unis pour bien comprendre comment les gens apprenaient en dehors des salles de classe. Donc une communauté de pratique, c'est une définition qui est un groupe informel d'individus. Ce sont bien les acteurs qui vont avoir envie spontanément de travailler ensemble. Ils vont partager leur expérience, donc ils vont discuter également du quotidien de la vie de tous les jours. C'est ce que Wenger appelle leur histoire de guerre. Et ce faisant, ils vont s'approprier le fonctionnement de l'organisation et ils vont s'interroger sur les difficultés qu'ils ont. Et bien sûr, ils vont se donner des trucs, des bidules, des petits conseils. Et à partir de là, ils vont construire ensemble des solutions pour répondre aux défis et aux questionnements de leur quotidien. Ce qui est essentiel dans une communauté de pratique, c'est que l'origine est souvent informelle. Et puis, le lien essentiel est celui de la théorie avec la pratique. On sait qu'il y a toujours un delta différentiel. Ça, ce sont tous les travaux de Yves Clos dans les années 2000 également. Et la communauté de pratique va permettre de faire le lien entre tout cela. Alors, globalement, mais je pense que nos auditeurs le savent déjà, 3 types de communautés de pratique. Les communautés de pratique d'exploitation qui vont... Enfin, ce n'est pas la même chose une communauté de pratique et les groupes de travail ou les groupes de réflexion en équipe, mais ce sont celles qui vont analyser, qui vont réfléchir à l'exploitation et à la diffusion des compétences qui servent déjà dans le quotidien, des compétences qui sont enracinées dans la pratique quotidienne et l'objectif va être de les valoriser. Donc on travaille sur le présent. Le deuxième type de communauté de pratique, ce sont les communautés d'innovation. Que va-t-on faire par rapport aux défis de l'émergence d'éléments indésirables? C'est le cas aujourd'hui à l'INRAE. Et puis le troisième type de communauté de pratique, ce sont les communautés de pratique dites de partage, celles qui sont essentielles pour la cohésion sociale, pour le travail en groupe, pour constituer des réseaux, pour agrémenter la qualité de la vie. Donc on le voit, la notion de communauté de pratique, elle est située aux confins des sciences de gestion, des sciences de l'organisation. Elle emprunte aux théories sociales, elle emprunte à la philosophie et également à la psychologie. Mais là, il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine. Merci pour cette introduction à la communauté de pratique. On va voir comment fonctionne une communauté de pratique. Je crois que vous aviez une diapo à nous montrer. C'est Karine qui est au de manière, voilà. Je n'ai fait qu'une seule diapositive pour ne pas vous encombrer l'esprit. Et je vous remercie pour votre attention. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une communauté de pratique, sa spécificité, qui va la différencier du concept d'équipe ou du concept de groupe de travail ou du concept de la foule ou de la clique, etc., de tous les collectifs, c'est que son fonctionnement va reposer sur 3 éléments essentiels. S'il manque un élément, la communauté de pratique ne peut plus fonctionner ou ne relève pas de cette définition. Le premier des éléments, c'est l'engagement des individus. Je vous l'ai dit, moi j'ai remarqué qu'il était très fort au sein de l'INRAE. Cet engagement, c'est ce qui va permettre de manière individuelle de créer des liens entre les individus et de construire le collectif. Donc on fait des choses ensemble, on a envie de faire des choses ensemble, on va boire quelques bulles de champagne après une bonne réunion, on va partager dans un contexte
où la complexité est importante, et c'est le cas aujourd'hui partout, dont l'INRAE. La complexité, ça ne veut pas dire compliqué. Complexité, ça veut dire que quand on étudie un dossier où on va forger une solution, on va recréer des interrogations un petit peu plus loin, d'accord? Et ce lien va se répandre au niveau du groupe, donc cet engagement va devenir mutuel. Ce qui veut dire que ça va créer une forme de responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Le collègue qui arrive en retard, le collègue qui est malade, eh bien les autres vont avoir envie de prendre des notes ou de lui transmettre les éléments. C'est donc une co-responsabilité qui s'établit et on va prendre soin du groupe. C'est la notion d'engagement mutuel. C'est un élément essentiel parce que on ne vient pas dans une communauté de pratique, entre guillemets, en touriste. Il peut arriver qu'il y ait des jours où on participe moins parce qu'on est fatigué. À ce moment-là, on est dit en périphérie, en positionnement périphérique. Mais il y a quand même un désir d'être présent ici et maintenant et de s'intéresser à ce qui est dit. Donc là, sur la diapo, c'est l'engagement mutuel en bleu. En fait, oralement à ceux qui nous regardent, puisqu'on ne peut pas indiquer avec le curseur, c'est la première notion au centre, engagement mutuel. Voilà, l'engagement mutuel en bleu avec le carré bleu qui correspond. Alors, c'est un élément essentiel qui va permettre ensuite de partager librement. Pourquoi est-ce qu'on partage librement? Parce que le fonctionnement de la communauté, il est autonome. La hiérarchie n'est pas présente. Donc, c'est grâce à cela qu'on va pouvoir partager les histoires de guerre et mettre à jour des questionnements et ainsi s'approprier les objectifs de l'institution. Enfin, le troisième pilier, c'est l'entreprise commune. Voilà, la communauté est à maturité. Et là, on entreprend ensemble et on propose et on construit des solutions. Ce faisant, on donne du sens aux problématiques. Et dernier point sur les apports des communautés de pratique. Oui, alors les apports de la communauté de pratique sont nombreux. En l'occurrence, la première des choses, c'est qu'elle va permettre aux gens dans le partage d'exprimer les attentes et les demandes et donc de rendre explicites les choses qui ne sont pas dites, qui sont laissées de côté, qui sont dans l'implicite. On dit qu'elles vont être réifiées. C'est un terme un petit peu barbare, mais c'est ainsi. Alors les apports de la communauté de pratique, je dirais qu'il y a deux grandes catégories. Il y a les apports institutionnels qui vont répondre aux objectifs de l'institution. C'est premièrement l'appropriation des objectifs. En discutant entre eux, on se donne du sens à ce qui a été demandé par la hiérarchie et on s'approprie les objectifs. Ça va donc être également l'expression et l'identification des questions qui restent en général exprimées uniquement auprès de la cafetière ou dans le parking. C'est l'interrogation des pratiques professionnelles, de fait, « oh, j'y arrive pas, est-ce que tu peux m'aider ?» Et puis, c'est le lien essentiel entre la théorie et la pratique. D'accord ? Donc, c'est l'apprentissage enraciné dans la pratique. Et puis, bien sûr, c'est la création de solutions communes pour répondre aux projets et aux défis, c'est-à-dire on passe d'une posture de passif apprenant à actif participant. Donc ça va contribuer à la mise en relation des compétences collectives et favoriser le réseau de travail en commun. Et sur le plan humain, on rejoindra la qualité de vie au travail, ça va favoriser l'engagement des professionnels dans l'institution. Donc c'est un espace de partage qui favorise les échanges. Les professionnels vont se rassurer sur leurs connaissances et donc sur leur identité, sur pourquoi je suis ici. Je suis donc essentiel pour l'entreprise, c'est donc une forme de reconnaissance. Et cela va permettre de favoriser l'appropriation des injonctions, notamment celles qui sont vécues comme paradoxales. Voilà, la communauté de pratique va permettre aux professionnels de construire du sens, va favoriser la cohésion des acteurs au sein de l'institution. En clair, comme disait Castra en 2004, c'est un espace de réassurance, de reconnaissance, de construction de logiques collectives, thérapeutiques, rassurantes. Je crois que dans ces trois derniers mots, tout est dit. Merci beaucoup pour cet apport. Je pense que vous allez être très sollicité par les établissements ou les collègues qui nous regardent pour venir, si vous êtes invité de nouveau dans les conférences, vous devriez pouvoir faire un nouveau tour de France. Ce sera avec plaisir. Alors, vous avez parlé de notre relation... Pardon, juste si je peux faire un commentaire. C'est vrai que c'est dans notre ADN. On voit bien que c'est une très forte tradition chez nous de ces communautés pratiques qui se prennent en charge elles-mêmes. Ça a des conséquences importantes, c'est qu'ils sont exigeants avec eux-mêmes et donc ils sont aussi exigeants avec l'institution. Et c'est comme ça que les progrès se font finalement.
parce qu'il y a une espèce de dialogue qui s'instaure entre l'institution qui donne des directions, évidemment, qui donne un cadre, et les professionnels qui exercent leur mission et qui ont besoin d'un cadre favorisant l'exercice de ces missions. Voilà. C'était juste, je voulais faire un petit commentaire parce que j'entends, elle pose des mots sur des choses qu'intuitivement on vit au quotidien. Voilà, et c'est toujours très agréable. Et le succès que Marie-Annick rencontre dans l'ensemble des collectifs que tu rencontres dans les différents centres, effectivement, il y a une adhésion effectivement à ce discours. Et, alors, on entend bien justement dans le PDC, pouvoir, dans le futur plan de développement des compétences, pouvoir accompagner tout ce processus. Merci. Donc, vous avez parlé de mise en relation de compétences. Je vais me tourner vers François Polidori. Vous êtes chargé de développement de l'ingénierie pédagogique à INRAE. Donc, j'ai une première question qui concerne le plan de développement des compétences. Comment ce plan peut-il se décliner en termes d'ingénierie de formation? Oui, rebonjour. Vous l'avez entendu, on a parlé beaucoup de plan de développement des compétences. En fait, de développement de compétences, il y a des communautés diverses, des métiers divers, des collectifs, des top, comme le disait Marie-Annick tout à l'heure. Et du coup, l'une des entrées principales, dès lors qu'on veut mettre en route tout ça en termes d'ingénierie, c'est-à-dire de dispositifs de formation, eh bien, on pense presque naturellement, je dirais, par l'approche compétence, bien sûr. Donc, c'est cette approche que l'on met en musique au niveau d'INRAE. Alors, l'approche compétence, pourquoi? Parce que plutôt que, comme on le faisait dans les années, avant les années 90, plutôt que de partir directement vers des savoirs, des savoir-faire et donc des disciplines, eh bien, on va plutôt se centrer sur l'activité propre réalisée par ces différents acteurs. Dès lors qu'on part de cette activité, eh bien, on va pouvoir identifier justement les compétences à mobiliser pour réaliser, tenir ces différentes activités professionnelles, ces différentes activités de recherche. Ces compétences, on va finalement les décliner par rapport à des blocs de compétences, c'est-à-dire des ensembles qui ont une proximité, en termes de compétences, une proximité intrinsèque, une proximité de cohérence. Donc ça va nous permettre, comme vous le voyez là maintenant sur cette toute petite, ce schéma, eh bien ça va nous permettre d'organiser ces compétences en blocs, et ces blocs vont constituer un référentiel de compétences. C'est quelque chose de très intéressant puisque, non content de nous permettre ensuite de réaliser cette ingénierie de formation, de dispositifs de formation, eh bien, ça va nous permettre d'appuyer une certification. C'est-à-dire qu'on va non pas certifier seulement des savoirs, des savoir-faire, mais on va certifier, c'est-à-dire valoriser, reconnaître des compétences qui sont possédées par les acteurs au moment et pour réaliser ces activités de travail dont on parlait tout à l'heure à l'origine. Et une illustration parfaite chez nous de cette logique, cette approche par les compétences, eh bien, c'est justement un dispositif qu'on a construit récemment et qui est en cours actuellement. C'est celui d'une formation, d'un dispositif de formation pour les chargés de mission de développement durable. Pour ce faire, eh bien, on a rencontré différents acteurs, on les a écoutés sur leurs activités et finalement, on est arrivé à un référentiel, et donc là, vous le voyez, un référentiel en bloc de compétences. Alors, on a identifié 4 grands blocs de compétences, mais là, je vous en montre un essentiel, c'est celui qui renvoie donc au domaine de compétences du développement durable. Le bloc, on a identifié et intitulé, donc ici, mettre en œuvre la politique de développement durable. Donc là, c'est la collègue sur la gauche. Voilà. Pareil, je commente, puisque comme on peut tout à fait. Donc, on a le bloc qui va se décliner, comme je vous le disais tout à l'heure, en compétences. Donc ici, l'une de ces premières compétences qui est celle de contribuer justement à cette dimension stratégique du développement durable dans notre institut et qui va se traduire par
des indicateurs de compétences et des modalités d'évaluation. Donc je passe, mais vous voyez, c'est un outil du coup qui est super intéressant parce qu'il va ici porter bien sûr la certification et au-delà de ça, il va nous permettre d'articuler et de déployer l'ensemble de la formation. Ok, alors comment on déploie une telle logique au service de l'individualisation des parcours de formation? Alors oui, effectivement, l'individualisation, Philippe et Nicolas en parlaient, sont des dimensions très fortes en termes de valeur au sein d'INRAE, et du coup, de manière à pouvoir, encore une fois, mettre en œuvre ces formes d'individualisation de parcours, de formation, de parcours de développement des compétences, eh bien, on va passer par une forme de multimodalité dans les apprentissages. Alors, la multimodalité, comme son nom l'indique, ça semble presque, naturel. C'est quoi? C'est tout simplement, mobiliser différents formats, différents dispositifs, différents supports dans les apprentissages. On va, par exemple, mobiliser tant le présentiel, une modalité présentielle que distancielle, et bien sûr hybride. On va mettre en œuvre et mobiliser des ressources diverses, numériques aujourd'hui, bien sûr, beaucoup, et Walter pourra en parler tout à l'heure. On va également favoriser, dans les apprentissages, qu'ils soient en présentiel, qu'ils soient en distanciel, des travaux plutôt autodirigés, individuels, mais également collectifs. On va également, finalement, jouer sur toutes ces dimensions à la fois de lieu et de temps. Tout cela, à travers des formats qui vont mobiliser, donner du sens à ces parcours de formation à INRAE. Et donc, si je reprends l'exemple de cette formation pour les chargés de mission développement durable, ce qui va constituer un fil rouge, ce sont les projets justement qui sont mis en œuvre par chacun des chargés de mission dans leur centre, dans le centre de recherche. Et finalement, ce fil rouge va permettre de déployer à travers la multimodalité, donc ces différents dispositifs, modes d'apprentissage, déployer le développement des compétences au service, bien sûr, de l'individu, d'où la personnalisation du parcours, et bien sûr au service du terrain, c'est-à-dire ici, par exemple, du développement durable au sein d'INRAE. Si on veut illustrer à nouveau par exemple ce que donne l'individualisation de ce parcours pour les chargés de mission, on va commencer, alors j'allais dire évidemment, par un positionnement, c'est-à-dire quelles sont les compétences qui sont a priori possédées par chacun, chacune. À partir de là, et au regard du référentiel de compétences, donc organisé en blocs de compétences, on va pouvoir justement décliner un parcours individualisé, bloc par bloc et compétence par compétence. Et ce sera mis en musique à travers donc des temps de présentiel, donc des séminaires qui sont organisés tous les mois, 2 fois par jour, 2 jours par mois, pardon. C'est plus facile comme ça. Et donc, des temps de présentiel. Au cours de ces temps présentiels, il y a des temps de co-développement. Alors, entendez des revues de projets dans le cadre de projets réalisés, portés par chacun dans son centre. Et bien sûr, des ressources mises à disposition à distance, des webinaires, des ressources numériques, de manière à aboutir, in fine, à un temps de présentation des projets qui ont mobilisé tel et tel type de compétences et qui seront donc évalués, bien sûr, au regard à la fois du parcours individualisé et du référentiel de compétences. Ok, voilà. Merci d'avoir pris cet exemple, parce qu'il s'agit aussi de montrer que le développement durable n'est pas qu'une thématique scientifique de recherche, mais va au-delà et peut concerner tous les personnels de l'établissement, ce qui rend peut-être
aussi ou appuie l'exemplarité d'un établissement comme INRAE. Je ne sais pas si vous l'aviez imaginé comme ça. Alors, on attaque la dernière séquence plutôt de Walter s'impatientait. La dernière séquence de notre heure et quart passée ensemble. Nous avons parlé à de multiples reprises de partenariat avec l'extérieur, le monde extérieur. Là, il s'agit de l'université de Nantes. Alors, je vous rappelle donc votre fonction, Walter Bonomo. Vous êtes, et nous sommes d'ailleurs ici dans le Learning Lab INRAE Formation. Vous représentez l'université, vous êtes responsable de l'offre à la direction de la formation continue. Est-ce qu'on peut déjà commencer par dire ce qu'est un Learning Lab? Vaste question. Où nous sommes. Mais peut-être, je m'adresse aux internautes, hein, c'est difficile parce qu'on ne se voit pas dans la relation, mais un lab, souvent, vous êtes sans doute familier, peut-être que dans vos environnements, vous avez déjà un lab dans vos institutions, dans vos organisations. Ce sont souvent en fait des espaces d'innovation, de partage, pour reprendre de pratique, pour reprendre tes termes, Marie-Annick. Un beau terrain d'expérimentation, effectivement. Et qui accompagne les organisations dans leur transformation. Donc, cependant, quand je discute avec les uns et les autres, souvent quand on me dit la question c'est quoi un lab, en fait, je me rends compte qu'il y a une diversité de situations. Alors, pour faire simple aujourd'hui dans la présentation, moi je me rends compte qu'il y a deux grandes catégories qu'on rencontre dans nos univers universitaires. À la fois, je dirais, les labs qui sont issus de la mouvance des makers dans la culture informatique, qui renvoient à cette notion de prototyper, de tester, de valider une idée, un concept, avant de le répliquer en interne. Donc souvent dans les imaginaires, quand on parle d'un lab, on renvoie à ce référentiel issu des makers du MIT, parce que cette notion a été popularisée depuis le MIT. C'est souvent des environnements très technologisés, où on va rencontrer la fameuse imprimante 3D en petit format, etc., qui va permettre de prototyper. On peut se trouver quand même dans ce bâtiment. Exactement, qu'on retrouve à la plus grande échelle en bas au rez-de-chaussée dans ce grand bâtiment de la Halle 6. Pour esquisser un dessin, un projet commun, au sens de l'intention commune. C'est ça que je retiens, moi, dans un lab, c'est qu'on a un projet commun à définir ensemble. Donc, pour faire le lien avec le sujet de Marie-Annick. Pour valider aussi une proposition de valeur, qu'elle soit matérielle ou de service. En l'occurrence, nous, il s'agit plus d'une notion de service. Alors, il y a une deuxième grande catégorie de labs, c'est les Learning Labs, pour le coup, qu'on rencontre dans les environnements universitaires, notamment. Ah, il y a une cohabitation d'activités qui va être difficile, j'ai l'impression, sabotage. Les Learning Labs qui en fait sont des lieux de pratique, de partage, mais pour le coup centrés sur l'innovation pédagogique. Donc, ça va être compliqué. C'est du direct. C'est ça, c'est les inconvénients du direct. Donc, ce sont des espaces où on va expérimenter des pratiques pédagogiques. On va utiliser aussi, là, dans des environnements fortement technologisés, des outils du numérique en formation. Il existe d'ailleurs des réseaux de Learning Lab dans le champ universitaire français qui connectent différents espaces pour faire des partages de pratiques autour de la pédagogie. Alors j'ai envie de dire, ce qu'on essaye de faire dans la coopération université, Nantes Université, puisqu'on change de nom au 1er janvier, et INRAE, c'est à la fois ça et à la fois c'est pas ça. J'ai envie de dire, on va puiser dans ces registres, le registre de l'innovation et de la transformation, et à la fois on est dans un environnement qui n'est pas celui de la formation initiale, on est dans le champ de la formation professionnelle, ce qui change quand même radicalement un certain nombre d'équations, parce qu'on n'a pas les mêmes publics, on n'a pas les mêmes équations et les mêmes problématiques à résoudre. Et justement, c'est peut-être ce qu'on va voir avec Philippe sur le périmètre, parce que là, on a bien la définition d'un Learning Lab d'une manière générale. Avec Philippe, on va voir le périmètre du Learning Lab INRAE Formation. Quel est-il, ce périmètre? Alors, ce périmètre, les fondateurs, ils sont dans cette pièce, INRAE, la DRH, la formation tout au long de la vie, Nantes Université, qui va effectivement, celui-là souligné Walter, sortir du
du futur projet d'ICIT et de fusion d'établissements d'enseignement supérieur sur le campus nantais, sur le site nantais, et puis d'autres partenaires qui nous rejoignent. Alors je salue au passage le Centre Info, avec lequel on a effectivement aussi un partenariat sur la dynamique liée effectivement à l'évolution des politiques publiques, comme on accompagne effectivement l'évolution de la réglementation, et puis l'Observatoire des pratiques de formation, qui est un peu aussi également dans au cœur des populations de Centre Info. Centre Info qui organise ces 2 jours. Qui organise ces 2 journées. On a également effectivement des liens avec l'université Dauphine, pour l'instant, Paris-Dauphine, qui peut effectivement venir contribuer à notre réflexion autour de la question du management. Un lien fort que nous sommes en train de consolider avec le CNAM Paris, en tout cas un de ses laboratoires sur globalement les pratiques de formation et les sciences de l'éducation. Et puis au-delà, effectivement, d'autres partenaires qui seraient susceptibles de nous rejoindre pour conforter tu l'as dit, Walter, cette dynamique de partager des intentions, partager effectivement sans doute des nouvelles modalités de formation. On a la chance d'être ici dans un écosystème nantais qui est extrêmement favorable. On est ici pour nos auditeurs au cœur du quartier de la création à Nantes, où on est effectivement on est sur une zone de partage de savoir. Je dirais il y a une fertilisation croisée permanente entre recherche, innovation, formation. Donc je dirais que INRAE national, mais aussi INRAE, le Centre Pays de la Loire, j'allume nos collègues à l'occasion, sont aussi ici dans leur territoire et à l'échange avec les acteurs de la formation et de la recherche. Donc on voit bien la dynamique dans laquelle on peut s'inscrire pour, tu l'as souligné Karim tout à l'heure, pour fabriquer d'autres solutions pour accompagner nos collectifs de travail et le futur plan de développement des compétences. Alors justement, Walter, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'apporte un Learning Lab ? Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de définition précise d'un lab, que c'est un lab, si ce n'est la définition que se donnent les propres acteurs dans leur intention de partager en commun un projet. Donc, on a fait cet effort. Je crois que pour développer un projet en commun, il faut prendre le temps de se connaître, de l'interconnaissance, de recenser les besoins. On a rencontré, tu l'as évoqué, beaucoup d'acteurs en interne à INRAE. On a essayé d'écouter aussi les différences de culture, parce qu'on a beau être dans le service public les uns et les autres, mais il y a aussi des modalités d'organisation qui sont différentes, des enjeux différents. Et à partir de là, on s'est défini une feuille de route. Alors, on ne va pas forcément traiter de toutes les transformations, mais on a essayé de se définir un cap et se dire on va choisir des transformations qui sont structurantes, qui répondent à un enjeu du moment, mais qui vont aussi avoir une visée de long terme. Et on s'est défini 4 objets ou 4 grands axes thématiques. La première, c'est la question de la transformation des espaces de formation. Mais ça peut paraître peut-être banal, mais changer de lieu, ça change l'expérience de la formation. Ici, on n'est pas dans un lieu banal. Et déjà, quand on rentre dans ce lieu, on rentre dans une autre dynamique. On rentre dans une dynamique d'ouverture, de changement de cap par rapport à ce qu'on peut connaître, par exemple, dans son lieu professionnel. Pour le coup, on se met en dynamique d'interaction avec d'autres. Pour le coup, on a peut-être aussi envie d'utiliser ce type d'outils ou de grands écrans interactifs, de tester de nouvelles modalités, donc de s'engager dans une dynamique apprenante. Donc c'est ça. Donc la première question, c'est la question des lieux, parce que, effectivement, Philippe l'a évoqué, ici on est dans un lieu emblématique, mais à l'échelle du réseau INRAE, il y a d'autres lieux qui peuvent rentrer en résonance et qui peuvent engager cette dynamique dans tout le réseau au niveau national. Après, il y a la question du numérique, ça va de soi depuis le Covid. Et je rappelle quand même qu'avant le Covid, le numérique, c'est ce qu'on utilisait par défaut. C'est-à-dire, on allait chercher la solution du numérique en se disant, si je peux éviter, ça serait mieux en tant que formateur. Ou en ingénieur formation, c'est, ah ouais, mais ça me complexifie la chose dans mon ingénierie. Aujourd'hui, de base, on se rend bien compte qu'il faut penser en multimodalité. Alors, entre le dire et le faire, il y a des écarts, donc il y a certainement un plan d'accompagnement, de transformation des équipes, à la fois des formateurs et des ingénieurs de formation. Et je pense qu'en 2022, on va essayer de concevoir un parcours d'accompagnement de ces acteurs pour sécuriser, je dirais donner envie, et ouvrir les pratiques, se sécuriser, comme tu l'évoquais. Après, il y a la question du collaboratif qui est connexe à celle du numérique, mais qui n'est pas à 100% liée à une question technologique.
c'est comment on développe pour le coup des échanges, des interactions. On a besoin de cadres conceptuels que tu apportes, Marie-Annick, mais on a aussi besoin d'outils. On a besoin de toute une panoplie, on a besoin de tester, on a besoin d'évaluer. Et donc ça, c'est ces choses-là qu'on va mettre au sein du lab. Et enfin, dernier axe, c'est on a pensé ce lab comme étant une fabrique de solutions sur mesure, parce que INRAE rencontre beaucoup de transformations qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Tu as évoqué la question du parcours chargé de mission développement durable, qui est le premier sujet qu'on a mis sur la table parce qu'il était structurant dans la mise en place d'une nouvelle direction sur le développement durable au sein de l'INRAE. Mais il y a plein d'autres sujets qui vont émerger. Alors, on sait déjà, on les a déjà identifiés. Et donc, au fil de l'eau, on va, je dirais, remettre l'outil sur la table et on va imaginer ensemble de nouveaux parcours certifiants avec du numérique, avec de la multimodalité, etc., etc. Enfin, tous les sujets dont on a évoqué aujourd'hui, ce soir autour de la table. Et le fil de l'eau à Nantes, c'est la Loire, donc on va... je rajouterais, si tu me permets, un mot rapidement pour pouvoir faire la conclusion déjà. Non, mais la question de l'ouverture, elle est importante et on l'a pensé d'entrée de jeu. C'est-à-dire que quand on a mis le lab en place, on s'est dit qu'il y avait de la place pour d'autres acteurs et c'est important de s'enrichir des apports et c'est ça tout l'intérêt d'un lab. Nicolas voulait réagir. Juste dire qu'effectivement, je pense que l'idée, c'est vraiment d'aller chercher à l'extérieur aussi des choses qui vont alimenter notre propre façon de faire, même si on a une grande expérience, je crois, pouvoir dire qu'on a une certaine expérience. Là, on a senti le besoin de valoriser cette expérience à l'extérieur et de s'enrichir des expériences à l'extérieur, de l'extérieur, donc, et en partenariat. Donc le lab en est la concrétisation, moi je dirais, de façon très très marquée. Et puisqu'on parle de concrétisation, quelles seraient les premières actions pour 2022, Philippe ? Alors, on a plusieurs pistes, hein, effectivement. On parlait d'accompagnement des collectifs métiers. Donc, on évoque effectivement aussi un vaste plan de développement des compétences autour RSE développement durable. Donc, ça sera une étape début janvier sur une séquence de travail qui va définir en co-construction donc, cet axe de travail. On a évoqué, tu as évoqué tout à l'heure, Karim, la science ouverte, mais derrière science ouverte, il y a la question de la communication sur la science, et là c'est vraiment un enjeu fort, et donc là effectivement on a aussi un accompagnement sur cet axe-là, et ça se multiplie à l'infini, hein. On travaillait la semaine dernière au siège sur la question de la cybersécurité, sujet ô combien présent dans toutes les grandes organisations. Là aussi on a effectivement des pistes à creuser, à travailler ensemble. Voilà, le défi créatif. Les défis créatifs, oui, c'est ça. Voilà, notamment on a un projet autour des raffineries urbaines, enfin. Donc il y a beaucoup de sujets qui émergent déjà. On est en train de finaliser un petit peu, de nourrir en tout cas cette feuille de route 2022 dans les jours et les semaines qui viennent. Donc c'est l'actualité que nous suivrons sur le sujet de la formation à INRAE. On arrive déjà à la conclusion, à la fin de cette heure et quart passée ensemble. Philippe, je vous propose de garder la main avec une question simple pour terminer. C'est quels sont les bénéfices pour les agents INRAE et plus largement les citoyens? C'est bien de revenir quand même aux bénéfices des gens concernés directement. Je pense qu'aujourd'hui, si on devait définir la formation tout au long de la vie ou l'acte de se former aujourd'hui, c'est peut-être, ce n'est pas la réponse, mais c'est une des réponses pour aujourd'hui accompagner les grandes transitions. Je pense qu'on est au cœur de ces transitions qui traversent nos existences, la société et globalement un monde qui, c'est le monde de la complexité, un monde également systémique. Et la formation, c'est une des réponses qui vient accompagner le citoyen, l'agent, le salarié dans ces grandes transformations. Donc l'acte de se former, c'est sans doute pas la solution magique, mais c'est une réponse, je pense, à la complexité. Et notre institut va contribuer effectivement en développant ce plan de développement des compétences et puis en accompagnant les agents, va contribuer à cet acte à la fois citoyen et important pour nous tous. Merci. Nicolas, juste quelques secondes pour terminer encore. On a évoqué les valeurs, le sens tout à l'heure. Le sens, c'est accompagner, pour faire simple, accompagner les individus. Je dirais c'est le cœur de nos valeurs proprement dites. Deuxièmement, c'est être ouvert à la société et faire en sorte qu'on soit ouvert sur le monde. Et le troisième, c'est être attractif et être dans l'interculturel et je dirais
l'intégration d'un ensemble de composants pour une recherche plus riche. Merci Voilà. pour ces derniers mots, Nicolas. Il me reste du coup à terminer cette table ronde, cet e-atelier en remerciant tous nos intervenants. Merci à vous pour votre contribution. Je vais remercier également Marie-Amélie qui nous a aidés sur l'organisation, Loïc pour la réalisation. Remercions aussi Centre Info pour l'organisation de ces 2 journées d'événements. J'ai envie de dire bon anniversaire aussi à la loi dehors de la part de nous tous. Si vous voulez suivre l'actualité INRAE, vous pouvez retrouver le site inrae.fr. Vous pouvez également suivre la chaîne YouTube d'INRAE qui pourrait être rajoutée dans le chat ou à un autre endroit. N'hésitez pas à nous suivre. Merci à tous et puis bonne fin de journée.